ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez bien profité de ce dimanche estival. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h et je vous invite à appeler le 39 21 pour me parler de vous. Paul et Jeanne vous y attendent. C'est Julien Jaffré qui réalise cette émission. Et vous pouvez bien sûr m'envoyer vos messages par mail sur le site europe1.fr ainsi que par SMS au 7 39 21 en commençant votre message par le mot nuit. 39 21, je vous attends. Bonsoir Clémentine. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Écoutez, c'est un petit miracle ce soir. Ah bon? Pourquoi? Parce que je vous écoute depuis très longtemps. Oui. Et ce soir, je viens de rentrer et j'avais absolument besoin d'un réconfort énorme et de votre clarté et de vos conseils. Oui, et vous avez composé le 39-21? Oui, et j'ai eu immédiatement quelqu'un. Bon, bah tant mieux alors. C'est incroyable. Je crois que c'est une étoile. C'est très très important pour moi. Oui, je vais vous expliquer en 2 mots. Oui, Donc, oui, dites-moi. Je vis une rupture qui est intervenue il y a 7 mois avec un homme qui a 8 ans de moins que moi. Nous avons vécu 8 années ensemble. Oui. Et cet homme n'avait pas d'enfant, il n'en voulait pas. Et donc il m'a quitté subitement le 29 janvier. Et en fait, nous avions des problèmes assez importants, pas de communication ni de complicité. Il y avait beaucoup d'amour entre nous. Simplement, il n'y avait pas du tout de rapport intime entre nous. Il y avait vraiment, ça n'existait pas. Vous n'aviez aucune relation intime. Non, il ne le voulait pas. Il me disait qu'il m'aimait uniquement cérébralement, mais qu'il ne pouvait. Il n'avait aucun désir pour moi, alors que, sincèrement, j'ai 55 ans, mais je suis une jolie femme. Oui, J'en ai aucun doute là-dessus. Bon, et tant mieux déjà, ça vous a pas fait douter de non, vous. Non, Oui. mais ça m'a quand même beaucoup blessée, énormément, pendant des années. J'ai toujours eu l'espoir que ça change. Donc, il a été quand même consulté une fois. Ensuite, il a fait des analyses de sang. On s'est aperçu qu'il n'avait absolument pas de taux de testostérone. Ah oui. Et oui, donc ça explique il avait, quand même beaucoup de choses. À peu près l'âge d'un enfant de 4 ans, dans les analyses. Mais bon, ce n'est pas ça le propos. Oui. Moi, je viens vers vous parce que cet homme, je l'aime toujours. Toujours. Je n'arrive pas, c'est obsessionnel. Je ne vis plus, j'ai perdu déjà 10 kilos en 7 mois. Oui, c'est beaucoup, hein. Je peux pas vivre sans lui, mais bon, il ne veut pas revenir, quoi. Et ce soir, effectivement, je l'ai revu chez des amis après 7 mois, et j'ai eu un gros choc, et j'ai pu quand même lui parler pendant 1 heure en lui expliquant tout mon chagrin, tout mon désespoir. Et il en est conscient, il me dit qu'il ne veut pas me faire souffrir et il me répète toujours en leitmotiv, mais nous nous retrouverons d'ici quelques années. Donc, voilà. Oui. Est-ce que vous pensez, c'est pas possible, comme je l'ai dit, c'est pas dans 3 ans, c'est pas dans 5 ans, c'est pas dans 10 ans. Oui, c'est insupportable d'entendre ça. C'est complètement insupportable. Mais en parce plus, que quand il le dit, il a l'air d'être très sincère, parce qu'il me dit que réellement, il m'aime toujours, mais que, voilà. Enfin, je sais pas. Donc je suis perdue. Oui, mais il y a de quoi être perdu parce que votre histoire déjà est quand même très particulière dans le lien qui vous a uni à cet homme, dans le lien que vous avez construit ensemble, du fait de sa problématique, parce qu'il y a quand même quelque chose qui relève d'une difficulté. Oui, en plus il a des addictions au jeu, des addictions à la bourse. Donc apparemment, comme il m'a expliqué, il est pratiquement ruiné. Et heureusement, on avait une maison ensemble. On l'a vendue il y a 7 mois. J'ai récupéré ma part, bien évidemment. J'ai racheté un appartement. Et lui, apparemment, ne rebondit pas, quoi. Et au contraire, il me dit qu'il se détruit encore de plus en plus avec cette problématique de l'argent. Donc voilà. Et c'est pas le pire, je dirais. Le pire, c'est que c'est moi. J'arrive pas à tourner la page. En même temps, ça fait 7 mois qu'il vous a dit qu'il souhaitait mettre un terme à la relation.
Oui, oui, on s'est pas revu depuis 7 mois. Non, je ne voulais plus communiquer avec lui. Et le 22 mai, il m'a envoyé un texto en me disant, en ce 22 mai, je te pleure, je ne sais pas pourquoi, tu as été une femme exceptionnelle, je te promets, on se retrouvera plus tard. Et voilà, à chaque fois, je repleure, je ne peux plus rien faire, je reste comme inanimée, j'ai plus de... Enfin, voilà, ça me bouleverse. Oui, ça vous laisse sans énergie, cette histoire. Sans énergie, voilà, c'est exactement ça. Ça vous vide de toute énergie. La seule chose que j'arrive à faire depuis 7 mois, mon seul objectif, c'est d'aller marcher et courir pendant 1h30 tous les jours. Et pendant 7h30, je l'insulte dans ma tête pour essayer de faire sortir tout ça. Mais en même temps, je n'y arrive pas. Je tourne en rond, c'est devenu obsessionnel. Oui, un peu obsessionnel, oui. Et la problématique, si vous voulez, c'est que moi, j'ai été mariée pendant 15 ans. Oui. Et pareil, donc j'ai subi une rupture. Mon mari a divorcé. Et j'ai mis 10 ans quand même à me remettre. Et c'était le second amour de ma vie, le deuxième. Et voilà, au bout de 8 ans, ça s'arrête. Et je me dis, mais pendant combien d'années ça va me passer? Enfin, si déjà la première fois, j'ai mis 10 ans. Et maintenant, j'ai plus de temps, j'ai 55 ans et voilà, ça me fait peur énormément. Et en même temps, j'ai pas envie de rencontrer qui que ce soit. Je me renferme en moi alors que je suis quelqu'un de très sociable, les gens viennent facilement à moi me parler. Mais là, c'est au-dessus de mes forces, je peux pas. J'ai plus l'envie. Oui, parce que là, cette histoire vous aspire, enfin. Complètement. Bon, d'autant plus que cet homme c'est problématique qu'il vous dise qu'on se retrouvera. C'est très brillant parce que vraiment il est très très brillant, mais à la fois il est très immature. Voilà, certainement. D'ailleurs, lui, il est dans un mal-être, avec toutes ses addictions, avec le fait que finalement, vous me disiez déjà dans cette relation, qu'est-ce qui fait, c'est quand même particulier que vous ayez été dans cette relation où vous ne pouviez pas avoir d'intimité, où il était. Les 3 premiers mois, quand on s'est rencontrés, il y a eu un petit semblant de relation quand même intime. Et il a fait les choses très très vite. Il a voulu très très vite que je déménage, qu'on achète un bien ensemble. Donc ça s'est passé en moins de 6 mois, tout ça. J'ai beaucoup hésité parce que j'ai quitté mon travail. Je suis partie dans une autre région. Et au moment où j'ai emménagé, même pas un mois après que j'ai emménagé, il y avait plus rien, quoi. Ça a commencé comment dire, c'est pas qu'il éludait, mais enfin il se passait rien. En plus, lui travaillait quand même beaucoup à l'étranger, donc il rentrait que les week-ends. Les week-ends étaient toujours très magiques parce que il adorait m'emmener dans des très beaux endroits, des très beaux restaurants, des hôtels magnifiques. Mais ça se bornait à ça. Il y avait rien d'autre. Alors il y avait de la tendresse, il me tenait simplement par la main tout le temps, on dormait, il me tenait par la main, mais voilà, mais il se passait rien de plus. Donc il se passait quelque chose dans votre relation, j'imagine. Pardon ? Il se passait quelque chose dans votre relation aussi, même s'il se passait rien sur le plan de la sexualité. Qu'est-ce que vous apportez cet homme ? J'étais éperdument amoureuse de lui. Par les mots, il me disait beaucoup de très 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 belles choses. Il y avait énormément de tendresse entre nous, énormément. Pourquoi vous a-t-il quitté ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? En tous les cas, c'est pas pour une autre femme, ça je sais. Je sais qu'il est seul. C'est peu probable, oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Ça s'est fait tellement vite. C'était le 29 décembre, à la suite d'une petite dispute, querelle. Oui, parce que c'est un peu particulier. Il m'avait offert une batterie de couteaux à Noël et puis une chaîne stéréo. Et je sais pas, ça m'avait énormément choquée. Sur le moment, j'en avais pas parlé de ces couteaux, mais j'estime qu'on n'offre pas des couteaux à la femme que l'on aime. Enfin, c'était la première fois. D'habitude, c'est particulier. Oui, vous n'aviez pas demandé ça en plus.
Non, C'était non, pas et un puis, souhait de votre part. moi j'ai Oui. toujours entendu dire que ça coupait des liens d'amitié, des liens d'amour d'offrir un couteau. Oui, la Et symbolique du couteau est voilà. particulière. Et Oui. le 29, j'en ai parlé à la suite, on s'est un petit peu disputé et enfin oui, c'est vrai que je suis devenue un petit peu hors de moi en parlant des couteaux, tout ça. Or, la veille, il m'avait offert un magnifique bouquet de fleurs et il me dit, oui, mais écoute, hier, je t'ai offert un beau bouquet de fleurs. Oui. Je dis, mais ça n'a rien à voir. J'ai dit, les couteaux, c'est particulier, on n'offre pas ça à la femme que l'on aime. Et ça s'est envenimé et là, il m'a dit, je pars. Et je lui dis, si tu pars, c'était tard, c'était déjà 11h30 du soir. J'ai dit, si tu pars, alors c'est que tu pars définitivement. Et là, oui, on venait juste d'emménager. Enfin, je venais d'acheter un appartement parce qu'on venait de vendre la maison. Et ça faisait 4 jours qu'il était dans le nouvel appartement avec moi. Mais je pense qu'il avait prévu de partir. C'est fort probable. C'est fort Oui. probable. C'est-à-dire qu'il s'attendait certainement. Racheté, dans ma région à moi. Oui. Bon, c'est pas si loin. On est à 150 km. Mm. Hein. Et là, je lui ai dit, tu pars définitivement. Il a pris toutes ses affaires et puis voilà, puis il est parti. Oui, mais je pense qu'il avait prévu. Bon, finalement, c'était un prétexte. Il s'attendait peut-être, il vous connaît à cette réaction et il s'est saisi de ce prétexte-là pour mettre un terme à la relation. Mais ça aurait pu, c'était ça, mais ça aurait pu être autre chose. Oui, je pense. Oui, parce qu'on avait failli se séparer déjà 2 ans auparavant et ça avait été très très douloureux. Et il était revenu parce qu'il a été parti travailler en Malaisie pendant 3 mois et il était revenu. Et par rapport à ses addictions, il n'a jamais entrepris une démarche de soins, de dire je vais faire quelque chose, puisque vous dites qu'il est très endetté. Pour lui, il ne pense pas que c'est une addiction. J'ai beau lui dire. Donc il est vraiment là-dedans. Il y a un petit peu aussi de l'alcool, mais bon, de l'alcool uniquement festif avec des amis, mais jamais il va boire seul. Mais il est dans des excès, beaucoup d'excès, voilà. Oui, mais il est aussi dans un déni de ses problèmes. Au fond, vous semblez dire que pour lui, c'est pas vraiment un problème, alors que vous dites qu'il est endetté quand même. Enfin, il m'a dit que de toute façon, il voulait arriver carrément au fond du gouffre. Bon. Pour pouvoir après renaître. Oui. Mais bon. Vous voyez bien qu'il est très autodestructeur, cet homme. Oui. Et que finalement. Mais il a un tel charisme, vous pouvez même pas vous imaginer. Là, je suis tellement retournée de. Oui, mais qu'est-ce que ça cache, ce charisme ? C'est-à-dire qu'il peut. C'est que de la façade, en fait. Voilà. Je le sais. Voilà. Je le sais. Vous savez qu'au fond, c'est quelqu'un qui ne va pas bien. Et d'ailleurs, même quand il est allé consulter avec vous, puisque vous dites qu'il avait nous sommes allés une fois consulter ensemble. Donc là, c'est qu'il avait une demande et que. Enfin, c'est moi qui ai demandé. Ah d'accord. Et il a dit devant moi que pour lui, j'avais beaucoup trop de personnalité, qui m'admirait énormément, mais qu'il n'avait pas de désir pour moi. Oui, mais cela dit, vraiment, Clémentine, s'il a un très faible taux de testostérone, vous dites que si le médecin, les analyses parlaient, voilà, du taux qu'on retrouve généralement chez un enfant, ça explique son absence de désir. Parce que pour le coup, c'est très corrélé, un très faible taux de testostérone. Il lui a donné un traitement à faire. Mais il l'a pris que 4 jours et au bout de 4 jours, il m'a dit que non, ça lui donnait des palpitations au cœur, qu'il n'était pas bien, qu'il se sentait oppressé et il n'a pas poursuivi le traitement. C'est possible que le traitement et surtout au début, les effets secondaires peuvent être vraiment pénibles. Donc soit il aurait fallu qu'il revoie avec le médecin, peut-être modifier les doses, soit peut-être il lui aurait expliqué que c'était un cap à passer dans les premiers jours et qu'après cela aurait été mieux. Enfin, vous voyez, il y avait peut-être un ajustement à faire qu'il n'a pas fait. Et c'est assez révélateur, je trouve, du comportement peut-être de cet homme, qui est que, bon, il va pas bien, mais il ne fait rien pour se soigner. Et d'ailleurs, vous voyez bien, sa méthode, c'est je vais bien attendre de toucher le fond, et puis quand je toucherai le fond, je verrai, je vais renaître. Oui, rien n'est moins sûr. Rien, pas spécialement croyant. Et c'est il a répété plusieurs fois, je vais faire mon chemin de croix. Bon, il veut peut-être porter sa croix. Il me répète bien, seul. Dans un sens, tant mieux. Tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous parce que dans son comportement autodestructeur, le risque c'est qu'il vous entraîne vous parce que
je ne sais pas comment vous vous sentiez. Oui, mais vous dites... indirectement, j'y suis entraînée parce que Oui. Comme je lui ai dit tout à l'heure, je lui ai dit, mais tu es mon oxygène, tu es un membre, je l'ai plus, je ne peux plus vivre. Moi, j'ai plus d'objectifs dans ma vie, je peux plus avancer, je n'avance plus. Non. Oui, mais là, vous venez de le revoir. Donc, c'est forcément difficile de l'avoir. Vous saviez qu'il était dans cette soirée ou c'était un hasard Normalement, c'était des amis communs, enfin surtout des amis à moi. Il ne vous avait pas prévenu je savais qu'il devait arriver vers les 18h et je m'étais dit que je partirais avant qu'il arrive. Oui. Et il arrivait un tout petit peu plus tôt. Et là, j'étais statuée. Oui, forcément. Mais ça bon, je ne suis pas restée jusqu'au bout. Je veux dire, j'ai quand même quitté tout le monde. Il m'a raccompagnée à ma voiture. Nous avons quand même discuté au moins 1 heure. Mais je pense qu'il n'avait pas vraiment la perception du désespoir dans lequel j'étais, par rapport à lui. Oui, est-ce qu'il avait l'air quand même compatissant vis-à-vis de vous? Très. Oui. Il a pleuré, il m'a serré beaucoup dans ses bras et il m'a dit, mais je ne veux pas te faire du mal, mais je lui ai dit... Oui, mais enfin, vous voyez, il pleure. Bon, mais il pleure sur quoi? Sur qui? Sur lui? Sur vous? Vous voyez, Non, je pense pas sur moi, je pense pas. Enfin, il pleure peut-être parce qu'il se rend compte quand même du mal qu'il me fait. Oui, mais il est autodestructeur, cet homme. Et il est autodestructeur pour lui, mais aussi pour vous. Vous voyez dans quel abîme il vous entraîne? Oui, je sais. Parce que finalement, cette relation, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que ça vous entraîne, que vous dansez au bord de l'abîme, là, comme ça, depuis que vous l'avez quitté à ce point-là? Parce que on a l'impression, vous le dites, c'est comme si vous marchiez au bord du précipice, là. La problématique chez moi, c'est que l'amour est le moteur de mon existence. C'est que je n'ai pas d'autre passion à côté. Enfin, bon, j'aime lire, mais je suis une passionnée. Je sais pas. Il y a que ça qui me fait avancer dans la vie. Si je ne suis pas aimée ou si je n'aime pas, je n'existe vous entrez en amour comme d'autres en religion, quoi. Lui, il fait son chemin de croix. Je n'existe plus. Et puis, je pense que c'est votre... Oui, c'est peut-être lui a ses dépendances, vous avez la vôtre. Oui. Moi, je suis accro à lui. Voilà. À l'amour. À l'amour, au fait de vous sentir, vous avez le sentiment de ne plus exister si vous n'aimez pas, si vous n'êtes plus aimé. Non, c'est comme si j'étais redevenue une toute petite poussière. Et d'ailleurs, il me disait toujours que j'étais son étoile. Et c'est vrai que quand il y a eu la rupture, je lui ai envoyé un petit mail en lui disant « Ton étoile ne brillera plus pour toi. » Puisque, voilà. Oui, mais elle continue à briller pour autant. Voilà, même si, vous voyez, c'est... Oui, mais depuis, il lui est arrivé que des choses pas agréables dans son existence. Oui, mais c'est son problème. Il fait rien pour que ça aille mieux, Clémentine. Bon, donc peut-être ce qui est important pour vous, c'est que vous arriviez aussi à je pense que je vais avoir besoin de me faire aider. Donc, moi, j'ai pris rendez-vous quand même. Oui, je pense que ça va vous faire du bien de comprendre aussi. Je n'ai pas de rendez-vous avant le 23 septembre et j'ai pris rendez-vous déjà il y a 3 mois. Donc, dans un centre, dans un CMP ou en libéral? Non, chez une femme psychiatre. Et donc, il va me Vous auriez besoin de voir quelqu'un avant? J'ai pas trouvé avant. Ils étaient tous complets. C'est-à-dire qu'il va y avoir les vacances. Évidemment, et ils sont tous. Mais vous pouvez peut-être bénéficier d'un désistement. Il faut peut-être voir. Je me suis mis dans des listes d'attente, en effet. Oui. Mais vous êtes dans une petite ville. Vous pensez que vraiment ça m'aidera, que ça ira mieux après? Ah oui, ça va vous aider de pouvoir déjà parler de cette histoire, parler de lui, parler de vous, être moins envahi, oppressé, que ça tourne comme ça, enfin que ça soit obsessionnel. C'est-à-dire que petit à petit, vous allez pouvoir un peu à nouveau pouvoir respirer pour vous et retrouver des temps où vous allez refaire des choses pour vous. Là où vous êtes un peu comme en pilotage automatique dans votre vie, quoi. Vous faites les choses, mais de façon... dans un carcan. Voilà, vous faites les choses, mais de façon automatique, où ça a plus de goût, plus de saveur. Bon, vous n'avez plus, même ce que vous aimiez faire, vous n'aimez plus le faire. Je n'ai pas repris de travail. Pourtant, je suis revenue dans ma région où j'ai des possibilités, parce que j'étais négociatrice en immobilier. Donc, je peux retravailler avec mon ancienne équipe. Je n'ai pas le courage. Ça vous ferait du bien pourtant, Ça vous ferait du bien parce que ça vous permettrait de vous divertir. Je n'ai pas la force physique nécessaire.
Oui, mais comment vous occupez vos journées actuellement? Ah ben voilà, ma seule occupation, c'est 1h30 de sport le matin. C'est bien déjà. Et c'est après, bien. Et après rien. Après, c'est penser. Après, vous ruminez. Oui, je rumine, j'écris. Bon, j'ai beaucoup d'appels téléphoniques quand même de mes amis, de ma famille. Vous voyez vos amis? Oui, un petit peu quand même. Ça dépend des semaines. Il y a des semaines, je suis tellement abattue que je vais voir personne. Et puis, il y a des semaines où quand même, je me dis, il faut arrêter, il faut te remettre dans la vie, la vraie vie, parce que là, je suis dans une bulle, mais une bulle de désespoir. Voilà. Oui, je crois que finalement, ça va être l'occasion, et vous avez bien fait de faire une démarche et de dire d'aller en parler, parce que il y a quelque chose. Qu'est-ce qui fait? On a tous à minima, quand l'amour de l'autre comme ça n'est plus là, on peut avoir le sentiment d'avoir moins de valeur, se sentir un peu. Moi, c'est un abandon. C'est comme j'ai l'impression d'être une petite fille de 5 ans qui a été abandonnée au bord de la route, qui n'a plus ni parents ni rien, alors que j'ai une maman extraordinaire qui me soutient beaucoup. On est très fusionnelles toutes les deux. On s'appelle 3 fois par jour. Je l'adore. C'est Vous avez toujours été fusionnelle? Oui, mais j'ai jamais pu me détacher de maman. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Oui, mais là, vous voyez, il y a déjà quelque chose à explorer. Parce que dans la relation fusionnelle, vous le dites vous-même d'ailleurs, vous n'avez jamais pu vous détacher, vous dites, de maman. Oui. C'est-à-dire que de ce lien comme ça d'amour à votre maman, comme vous dites, encore alors que vous êtes adulte, oui, vous le déplacez sur vos amours. Voilà, c'est la prunelle de mes yeux, c'est fou. Là. Oui, mais dans l'amour fusionnel, si vous voulez, dans l'amour fusionnel, ça laisse pas vraiment de place pour exister soi. Mais j'en ai tout à fait conscience. Je sais si vous voulez... J'ai toujours vécu en parallèle de maman et des deux hommes que j'ai aimés dans ma vie. Mais si vous voulez, il faudrait... Oui, mais la façon dont on a été aimé quand on est petit, quand on est enfant, dont on a été regardé, dont on a été touché, dont on a été aimé vraiment, ça conditionne... Maman m'a beaucoup aimé, m'a toujours valorisé... Je suis toujours jolie à ses yeux. Oui, je dirais que c'est toujours évidemment l'adulte qui va initier la façon d'aimer, le parent qui va initier cette façon d'aimer son enfant. Et un parent qui va fusionner avec son enfant, c'est problématique. Il a des raisons conscientes et inconscientes de le faire, hein. Mais si vous voulez, en fusionnant avec son enfant, il lui permet pas tout à fait d'exister par lui-même. Elle le dit elle-même qu'elle ne m'a pas permis de grandir. Ça aussi, c'est un gros problème. Et chaque année, à mon anniversaire, elle m'envoie toujours une carte en me disant « Peut-être que cette année, tu vas grandir. » Je vais avoir 55 ans le 22 juillet, je veux dire. Et je sais qu'au fond... J'aime bien quand même cet état encore de petite fille avec maman. Je lui permets toujours, mais en réalité, je ne vis pas ma vie, ça je le sais. Et c'est pour ça que je trouve l'amour dans un homme me permet un peu de me réaliser, quand même. Mais justement, quand il est plus là, je retombe dans un néant. Et c'est intéressant parce qu'avec cet homme, vous étiez dans un amour aussi. Vous parliez beaucoup de tendresse, cet amour très chaste. Oui. Cet homme qui vous tenait la main. C'est platonique. Vous étiez un peu comme une petite fille, hein. Cet homme, enfin, il y a quelque chose de très chaste, de très tendre. Cet homme qui vous prenait par la main, vous décrivez un peu comme avec des mots d'enfant. Donc, si vous voulez, je pense que là où votre mère, peut-être en prenant conscience du fait que vous êtes très malheureuse, se rend compte que il est important que vous vous fassiez aider. Et là où je la rejoins, oui, ça va peut-être être l'occasion pour vous de grandir, parce qu'il est jamais trop tard pour grandir. En tout cas, pour être moins malheureuse dans votre façon d'aimer. Voyez, parce que là, vous aimez, vous dites que vous êtes vous accro à l'amour. Inconditionnel. Oui, inconditionnel, mais quel amour? Un amour qui, de toute façon, au final, finit par vous rendre malheureuse. Oui. Parce que seul, vous ne pouvez pas exister. Non, donc vous ne pouvez aimer que dans la fusion. Mais je vous assure qu'il y a d'autres manières d'aimer, Clémentine, qui sont tout aussi agréables et tout aussi satisfaisantes et tout aussi valorisantes. Où vous pouvez
Alors j'allais dire continuer à exister. Pour vous, j'ai envie de dire exister tout simplement. Oui. Voyez, et pas simplement vous fondre dans le regard de l'autre pour vous sentir exister. Je comprends bien tout ça, mais oui, pour le moment, vous le comprenez intellectuellement, oui, voilà. mais vous ne le ressentez pas. Mais Non. si vous voulez un travail, la thérapie va vous aider à partir de ce que vous allez pouvoir exprimer en partant de cette histoire d'amour là qui vous rend si malheureuse et en partant de ce que vous vivez avec votre mère, de ce que vous avez vécu enfant, de toute votre histoire en Oui, mais dénouant tout cela. Curieusement, j'ai une fille quand même, D'accord. mais où je n'ai pas du tout les mêmes rapports avec ma maman. Pas du tout. Pas du tout. Non. Ben non. Je l'aime beaucoup, hein, mais... Ben oui, mais vous êtes une enfant, vous. Elle dit que je suis toujours restée la fille de ma maman Ben oui. et que je ne suis pas comme une vraie maman, moi. Mais oui. Bon, alors je ne sais pas ce qu'est une vraie maman, parce qu'il y a plusieurs façons d'être une mère, mais oui, vous êtes restée encore effectivement la fille, et c'est aussi cet enfant-là qu'il faut prendre par la main, parce que vous avez besoin qu'on vous prenne par la main, mais vous allez vous prendre par la main aujourd'hui. Moi, toute seule, je vais y arriver. Oui, vous allez arriver à vous prendre par la main, à prendre la petite fille que vous avez été par la main, l'accompagner, revisiter un peu votre histoire, et vous allez voir que vous allez trouver des forces en vous pour faire face et aimer, continuer à aimer bien sûr, mais vous allez voir que vous allez changer votre regard sur vous-même déjà et donc votre manière d'aimer. Parce que c'est ce que disent aussi des auditeurs, il y a Ninon qui dit qu'on sent dans votre voix beaucoup de ressources qui ne sont pas loin, donc qui vous souhaite bon courage. Il y a Eridan qui dit qu'on sent aussi du tonus dans votre voix et qui prouve que vous avez la passion de la vie aussi. Oui, quand même, j'ai une certaine forme de et vous dites que vous êtes sociable et que les gens vous apprécient et que vous allez vers les gens. Donc tout ça, ça montre que bon, voilà, vous avez ça en vous. Vous avez beaucoup de potentiel. Oui, il y a un côté solaire, je le sais en moi. Bon, mais donc vous avez ça aussi. Ben, il faut travailler là-dessus. Et Zach dit aussi, cet homme vous a plu parce qu'il est peut-être lui aussi très enfant. Oui, mais je m'en suis aperçue, bien évidemment. Et que dans votre amour, il y avait quelque chose d'un peu... Il y avait bon, et c'est peut-être comme aussi des frères et sœurs en réalité. Oui, un peu quelque chose comme ça, oui. Et c'est pour ça aussi qu'il y a quelque chose qui vous trouble et qui vous bouleverse beaucoup. Mais c'est là aussi où cette histoire peut vous aider et peut vous faire grandir, peut vous aider à avancer. Allez, il y a Roland qui dit « J'embrasse très fort Clémentine, elle est merveilleuse », dit Roland. Et puis, il y a Lolo Bresse qui dit « Allez, il est temps de penser à votre réalisation personnelle, vous vous sentirez plus légère. » Et puis, First Lisa qui dit « Vous semblez vraiment avoir un problème avec l'abandon. » Et puis, beaucoup d'auditeurs qui reviennent sur cette histoire des couteaux, qui disent que c'était peut-être une manière aussi de signifier qu'il fallait couper des liens. En tout cas, il y avait une symbolique autour de ça. Mais vous avez pris une bonne décision en pensant à vous. Voilà. Et puis, si vous vous sentiez trop mal avant l'été, sachez que vous pouvez aussi voir peut-être quelqu'un en urgence. Vous êtes dans quelle région ? Rhône-Alpes. Rhône-Alpes. Oui, à ce moment-là, il y a aussi, si vraiment vous vous sentiez pas bien, vous pouvez toujours voir avec votre généraliste, vous pouvez toujours voir aussi avec l'hôpital. Enfin, vous voyez, si le mois de septembre vous paraît un peu long. Je ne veux absolument pas prendre de traitement. Ça, je suis absolument contre. Je me soigne que par homéopathie. D'accord. Je ne veux pas prendre de non, mais pour parler, ou si vous vous sentez un peu anxieuse ou angoissée, bon. Je prends que des plantes, réellement. Je ne veux pas rentrer dans le cycle des médicaments, des antidépresseurs. Non, mais même pour parler, hein, je vous dis, si le mois de septembre vous paraît un peu long, voilà, vous verrez bien. D'accord. Bon, alors, il faut plus que j'attende quoi que ce soit. Alors, pour vous, c'est mieux que je scinde complètement, que je n'ai plus de contact avec cet homme-là. Ah oui, bah là, ce soir, c'est parce que vous l'avez revu et forcément, ça vous bouleverse. Donc oui, bien sûr, ça vous montre à quel point il est préférable vraiment de ne pas avoir de contact ni physique, ni même par SMS ou mail. Je n'envoyais pas de message ni je l'appelais. Oui, vous avez bien fait. Et évitez, et vous pouvez dire à vos amis que bon, là, ça s'est fait comme ça, mais qui vous préviennent si jamais à nouveau il devait y avoir une soirée, quelque chose que vous préférez. Pour le moment, vous vous sentez encore beaucoup trop fragile pour pouvoir le revoir. Vraiment, ça vous bouleverse trop et que là, il faut penser à vous. C'est la priorité. D'accord ?
Oui. Je vous remercie infiniment. Mais c'est moi, Clémentine, qui vous remercie de votre confiance. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est incroyable de vous avoir eu immédiatement, dans la minute. Écoutez, c'est pour un moi, coup de c'est un chance. petit miracle. Donc, ça veut dire que voyez, vous avez une bonne étoile. Qui vont peut-être arriver. Vous voyez que l'étoile, elle continue à briller au-dessus de votre tête, Clémentine. Ah, merci. Il faut y croire. Beaucoup, beaucoup. Allez, je vous embrasse. Moi aussi. Au revoir, Clémentine. Merci, au revoir. Merci. Pour dialoguer avec Caroline Dublanche, envoyez nuit suivi de votre message par SMS au 7 39 21, 65 centimes plus coût d'un SMS. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Bonsoir. Je suis très impressionnée de vous avoir au téléphone. Ah oui, attendez, alors on va essayer déjà de régler un peu parce qu'il y a un petit souci téléphonique. Je vois Julien là qui fait un peu la moue. Vous m'appelez d'un portable ? Non, Parlez-moi un petit peu. Je vous appelle d'un fixe. Ah là c'est mieux semble-t-il. Oui. Oui, là je vous entends mieux, c'est parfait. Tant mieux. Donc je voulais vous remercier aussi pour votre émission. Mais merci beaucoup, merci d'y participer. En écoutant votre émission, que je me suis décidée à voir une psychologue, à faire une psychothérapie. Et quelques mois donc après la psychothérapie... Attendez, est-ce que vous avez mis un haut-parleur ou vous parlez bien dans le combiné ? Parce que par moment, le son est pas bon du tout. On dirait vraiment que vous appelez d'un portable. Non, c'est pas vous, c'est le téléphone, mais c'est très mauvais le son. D'accord, je me rapproche. Alors là, ça va. Voilà, là, voilà, si vous vous rapprochez de la base, c'est mieux visiblement. D'accord. Bon, je vais rester comme ça. Voilà, c'est parfait. Donc je vous disais que j'ai donc suivi une psychothérapie. Oui. La psychologue m'a parlé de liberté. Et quelques mois après, j'ai rencontré donc un homme dans le cadre de mon travail, un monsieur avec qui j'ai une aventure maintenant depuis 4 ans. Cet homme est marié. Oui. Et j'ai donc moi-même 40 ans. Oui. Et je me retrouve face à un désir d'enfant, un désir de bébé. Oui. Avec cet homme. Et donc je lui en ai parlé brièvement une fois dans un moment d'intimité. Je lui ai dit on fait un bébé et il a blêmi. On n'a pas vraiment pu aborder le sujet et je me trouve dans la situation où je me demande si j'insiste ou si je ne lui demande pas son avis en fait. Ah oui. Mm-hmm. Oui, vous avez senti que lui ne souhaite pas, ne le souhaite pas. Enfin, vous l'avez vu blêmir quand vous avez évoqué le sujet. Oui, tout à fait. Récemment, je lui ai demandé par rapport à où il en était lui par rapport à sa situation familiale. Oui. Lui, il a 2 enfants. Oui. Et donc, ils sont grands, Ils ont 13 et 16 ans, il me semble. D'accord. Oui. Voilà, il me parle très peu. Il me parle très peu. Oui. Bon, je ne veux pas savoir non plus. Oui. Oui. Mais bon, il m'a quand même dit qu'il était effectivement pas heureux avec sa femme. Il a sa propre société, il a sa maison. Enfin, je pense qu'il a peur de perdre beaucoup. S'il devait se séparer de sa femme, bon, moi c'est pas vraiment ce que je lui demande. Mais Oui, vous en avez parlé avec lui. Est-ce que ça veut dire que vous seriez prête à élever cet enfant seul sans lui demander, vous lui demandez pas de se séparer, si je comprends bien, de son épouse. Vous aimeriez, vous avez 40 ans, vous n'avez pas d'enfant. Oui. Donc vous aimeriez avoir un enfant, et c'est vrai que là, le temps presse quand même. Voilà, c'est ça. Vous savez que vous n'avez pas X années devant vous. Exactement. Donc vous aimeriez avoir un enfant avec cet homme que vous aimez. Parce que c'est ça aussi, ça compte. Vous voulez pas avoir un enfant. Bon, certes, c'est compliqué. Toutes les conditions sont pas réunies. Il est marié, mais vous l'aimez. Vous avez 40 ans, donc. Mais vous ne lui demanderiez pas, voilà, pour autant de vivre avec vous. Non, j'envisage le fait d'élever l'enfant seul. Bon, en même temps, je me pose la question aussi vis-à-vis de cet enfant de pas lui donner de père, au niveau des racines. Un enfant a besoin aussi de ses racines pour se construire. Je sais que lui, il est pas français. Il est arrivé en France dans les années 60. Il a vécu dans la grande pauvreté, dans la grande misère.
Bon, maintenant, il a réussi à obtenir un niveau de vie assez élevé. Et je sais qu'il a cette peur-là aussi. Le peur de retomber dans la misère, dans la pauvreté, dans la faim. C'est des choses qu'il a connues. Il est angoissé par ça. Dans son enfance, oui, tout à fait. Oui, donc c'est pour ça qu'il est attaché aussi à tout ce qu'il a construit. Oui, je crois, oui. Et en même temps, c'est quelqu'un qui m'a énormément aidée. Moi, quand je l'ai rencontré, j'étais très cloisonnée. Pour moi, l'idée de rencontrer de nouveau quelqu'un, pour moi, c'était fini. J'avais 36 ans, je me voyais pas vivre en couple, je m'imaginais même plus faire l'amour. À mon idée, c'était fini pour moi tout ça. Et quand je l'ai rencontré, il m'a énormément aidée. C'est quelqu'un de très respectueux, de galant. C'est quelque chose aussi dont j'avais besoin par rapport à mon histoire personnelle aussi. Il m'a énormément apporté. Oui, vous a réconcilié avec vous, avec les hommes, avec la vie un peu finalement. Il vous a aidé à reprendre confiance. Oui, tout à fait. Il m'a aidé à reprendre confiance. Vous lui avez dit tout ça ? Non, je l'ai jamais dit, non. Ah bon ? Non. Pourquoi ? Je sais pas, j'ai pas. Parce que c'est quand même. C'est très fort là ce que vous dites par rapport à cette relation, sans à quel point elle est importante pour vous. À quel point cet homme compte pour vous, ce qu'il vous a apporté. Oui. Oui, de toute façon, j'ai déjà envisagé de me séparer de lui, mais j'y arrive pas. En fait. Oui, parce qu'il cette relation vous a apporté un équilibre. Ah oui, tout à fait, oui. J'ai l'impression de puiser ma force en lui aussi. Peut-être que vous pourriez en parler avec cet homme, en lui disant ce que ça représente pour vous et que vous n'attendez pas de lui qu'il change, parce que peut-être que son appréhension, elle est peut-être là, c'est-à-dire que vous lui demandez, lui, de quitter ce qui fait sa vie et auquel il est attaché. Oui. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas attaché à vous aussi, hein. Oui, je sais, on est quand même à 700 km l'un de l'autre, il fait la route régulièrement. De toute façon, quand une histoire dure comme ça sur plusieurs années, ça va au-delà du simple amant maîtresse. Enfin, il y a quelque chose, il y a un lien qui se construit, en général. Oui, pour moi, c'est vraiment une relation qui s'est tissée petit à petit. Vraiment. Mais en même temps, j'ai peur de le faire fuir. Oui, le fait de lui en reparler, vous pensez qu'après, c'est un risque. C'est un risque, c'est-à-dire qu'après, il peut avoir peur que vous le piégiez, effectivement. Alors, il y a des femmes qui n'auraient pas posé la question même, qui n'auraient pas demandé leur avis, qui auraient pu dire que c'était un accident, voyez. Oui. Mais c'est quelque chose, que je ne conçois pas, en fait. Oui, non, mais je vois, vous voulez être honnête. Oui. Mais en même temps... Mais c'est vrai que l'honnêteté ne paie pas toujours, contrairement à ce qui est dit. Il faut là, pour le coup, il faut que je sois honnête avec vous. On dit, l'honnêteté paie toujours. Dans ce cas de figure, là, non, parce que c'est vrai que cet homme peut prendre peur et peut soit dire, par rapport à l'engagement que ça représente, ne pas le souhaiter, mettre de la distance avec vous, ou s'arranger pour avoir des relations avec vous, mais faire en sorte qu'il n'y ait pas d'enfant. Vous voyez, il peut y avoir un changement important parce que ça fait peser une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Oui. Qu'est-ce qu'elle en dit ? Vous en parlez à votre psychologue toujours, ou vous êtes toujours suivi ? Oui, je lui en ai parlé. Elle me dit de lui en parler aussi, oui. Tout à fait. Et c'est la réponse politiquement correcte qu'on peut vous faire, évidemment. Après,
elle m'a aussi fait envisager les choses de ne pas avoir d'enfant. C'est qu'elle oui, elle essaie aussi. Oui, d'envisager bien sûr ce cas de. C'est vrai que je comprends qu'elle vous fasse envisager qu'elle vous fasse réfléchir à ce que ça représenterait pour vous cette hypothèse de ne pas avoir d'enfant, parce que c'est un cas de figure. Ça signifie aussi quelque chose de demander un enfant à un homme qui n'en veut pas. Voilà, c'est un cas de figure particulier. Vous vous mettez dans une situation un peu particulière. Alors après, et le fait que vous teniez, vous voyez, parce que je parle d'honnêteté, mais après, inconsciemment, qu'est-ce qui est en jeu ? Vous demandez un enfant à un homme qui n'en veut pas. Ça revient presque à vous mettre dans une position d'échec par rapport à votre demande, si on s'en tient à ça. Là où, effectivement, d'autres femmes, dans leur désir d'enfant, très affirmé, passerait outre et passerait en force, j'ai envie de dire. Vous voyez, c'est encore un autre cas de figure. Donc, et donc vous voulez l'accord, c'est là que vous inscrivez cet enfant dans une relation et vous voulez au moins l'accord de cet homme, même si j'entends que vous seriez prête à élever cet enfant seul. Oui. Bon. Donc, c'est vrai que vous vous mettez dans une situation complexe. Oui. Parce que de toute façon, si jamais je le faisais sans son accord, je pense que ce serait fini entre nous. Et puis, quand vous parlez de ce qu'il a construit, lui, dans sa vie, moi, quand je le vois par rapport à sa famille, je le vois comme portant une responsabilité. Pour moi, vis-à-vis de sa famille, il s'est engagé, il veut rester avec sa famille jusqu'au bout. Mais quand vous dites que vous le ferez, si vous le voyez en demandant, sans son accord, ça serait fini entre vous, oui, c'est une éventualité. Mais c'est vrai qu'en lui demandant, voyez, en reformulant, ça peut aussi, il faut aussi penser que cet homme peut mettre de la distance, parce que ça peut lui faire peur. Il faut l'envisager aussi. Donc c'est à vous de voir c'est là où c'est compliqué. Vous êtes renvoyé à vous-même et à votre désir d'enfant, Sophie. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous ? Et je comprends parce que vous êtes je comprends tout à fait vos scrupules. Parce que vous pensez pas seulement à vous dans l'histoire. Et c'est là où c'est compliqué. C'est là que vous pensez à cet homme à qui vous ne voulez pas imposer un enfant, et vous pensez aussi à l'enfant à qui vous dites voilà, je veux pas le priver d'un père. Donc c'est là où c'est très compliqué pour vous, voyez, vous ne voulez pas passer en force. Oui, tout à fait. Voilà. Et je me pose la question aussi sur mon désir d'enfant. Voilà, j'entends. Bah oui. Je me demande si. Oui, ça vous interroge effectivement sur ce désir d'enfant. Qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez dans cette configuration-là, finalement, à demander dans un contexte qui est complexe. C'est pas la situation la plus simple. Disons que dans la psychothérapie, j'ai compris que j'avais été éduquée, entre guillemets, je dirais, avec l'interdit de faire un enfant. Ah oui, d'accord. Ça, je l'ai compris. Oui. Donc déjà, il m'a fallu beaucoup de temps avant de réaliser que je désirais ça. Et je me suis amusée, je dirais, entre guillemets amusée, en arrêtant la pilule, en prenant la pilule du lendemain. Et oui, vous bravez l'interdit, vous transgressez l'interdit. Voilà. C'est intéressant que vous l'ayez compris quand même là, parce que vous voyez, à 40 ans, vous pouvez encore... C'est possible encore, hein. C'est vrai que vous n'avez pas des années devant vous, mais c'est encore possible. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous commencez à comprendre qu'il y avait un interdit dans votre éducation d'avoir un enfant. Donc, vous pouvez dire, c'est bon, hein, j'ai 40 ans, je peux transgresser cet interdit et avoir un enfant, si vous avez ce désir d'enfant. Ce qui est intéressant, c'est que vous vous retrouvez dans une situation où il y a un autre interdit, puisque si vous êtes avec un homme marié, vous voyez, vous sautez d'un interdit à un autre. Mais bon, alors après, vous allez vous arranger avec vos interdits, finalement. Qu'est-ce qui va être le plus fort ? Parfois, le désir est le plus fort et brave tous les interdits.
Il y a quelqu'un qui dit elle devrait prendre le risque de faire l'enfant, elle verra bien. Et puis Brigitte qui dit que pense-t-il de l'hypothèse que vous éleviez cet enfant seul? C'est plutôt à vous. Que pensez-vous de ça? Et de dire vous avez déjà levé un interdit. Bon, pensez-vous de lever l'autre? Je sais pas, à vous de voir. Mais travaillez bien à fond cette idée-là, pour ne pas vous laisser enfermer, que vous soyez vraiment au clair avec votre désir, Sophie, parce que c'est important que vous vous retrouviez pas dans quelques années dans une frustration et dans une déception. C'est difficile quand même, pour être vraiment au clair avec votre désir. Bon courage, bonne chance, Sophie. D'accord. Au revoir. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Au revoir. La nuit continue sur Europe 1 avec vos appels au 39 21 jusqu'à 1h, ainsi que toutes vos réactions par SMS au 7 39 21. N'oubliez pas de commencer vos messages par le mot nuit. Alors des réactions qui arrivent suite au témoignage de Sophie, qui avait une relation depuis plusieurs années, enfin 4 ans, avec un homme qui est marié, qui a des enfants adolescents et Sophie n'a pas d'enfant, aimerait beaucoup avoir un bébé. On a parlé avec cet homme qui est un peu blémi, se demandait un peu comment réagir. Il y a quelqu'un qui dit mais qu'y a-t-il dans l'inconscient de ces hommes mariés qui vont avec des femmes de 40 ans et qui n'ont pas d'enfants? Ils doivent bien se douter que ça peut les travailler un petit peu. Il y a quelqu'un qui dit il faut aussi penser à l'enfant, ce que fait cette jeune femme qui a une morale, et c'est très bien comme ça. Le mieux serait peut-être de quitter cet homme, de nouer une nouvelle relation qui lui permettra d'avoir un enfant, ce qui reste encore possible après 40 ans. C'est vrai, dans l'absolu, mais le problème c'est que 40 ans, c'est vrai que c'est limite, quoi. Et après, c'est à nouveau trouver quelqu'un que l'on aime, parce qu'on sentait bien que Sophie avait envie, c'est pas avoir un enfant pour un enfant, c'était un enfant dans une relation avec un homme qu'elle aime, c'était un enfant de cet homme-là. Alors oui, c'est paradoxal parce que cet homme-là n'est pas libre, mais c'est vrai que la vie est souvent complexe et qu'on n'a pas tout le temps la configuration idéale. C'est vrai que la vie est assez, et je dirais de plus en plus compliquée. Allez, on va passer un petit peu de musique, justement, ça tombe bien, la joie de vivre avec Jacques Higelin, et après nous accueillerons, je crois, Martine. Bonsoir Martine. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Voilà, je vous appelle parce que j'ai, rien de bien original, j'ai rencontré quelqu'un par le biais du net. Oui. Et s'il se trouve que nous habitons à 700 km l'un de l'autre, oui. Au mois de mai, je suis allée chez lui passer 8 jours pour la première rencontre. En juin, il est venu 8 jours chez moi. Tout s'est très bien passé. Ça s'est bien passé? Oui, d'accord. Oui, ça a été parfait. Et pour la première rencontre, 8 jours, ça fait beaucoup pour une première fois. Vous deviez appréhender un petit peu? Oui, énormément. Quand je suis arrivée dans sa ville à la gare, j'étais très mal à l'aise. Oui, vous étiez un peu anxieuse. Oui, tout à fait. Et vous aviez prévu un billet retour au cas où dans la foulée? Oui. Mais bon, ça s'est très bien passé. Bon, il a été très gentil. Enfin, puis après, il est venu chez moi 8 jours. Ça a été pareil. On a beaucoup de points communs, mais sauf que il est d'origine musulmane. Enfin, de confession musulmane. Oui, de confession musulmane, oui. Oui. Il est né en France, il vit à l'européenne complètement. Oui. Très ouvert. Enfin, il fait pas le ramadan, mais il boit de l'alcool. Et par contre, il mange pas de cochon. Oui, mais ça c'est des habitudes alimentaires. Après, c'est pas. Il n'est pas pratiquant spécialement, puisque vous dites radical, quoi. S'il boit de l'alcool, s'il fait pas le ramadan, non. Voilà. Ouais. Bon, par contre, on se téléphone 3-4 fois par jour des grands moments. Oui. Mais il me dit que je veux pas donner le nom de sa ville, mais dans la ville où il vit, il y a trop de différences par rapport à moi où je suis, ma culture, si vous voulez.
et que si on faisait quelque chose tous les deux, on ne pourrait pas le faire dans sa ville parce qu'il est trop connu et puis il y a trop de racistes. Parce qu'il y a beaucoup de musulmans dans sa ville. Et que lui, il a été déjà confronté à ce problème par rapport au racisme. Et qu'il ne voudrait pas m'imposer. Il me dit que je ne serais pas armée pour vivre dans sa ville. C'est-à-dire que les gens qu'il connaît n'accepteraient pas qu'il soit avec une femme qui n'est pas la même confession. Mais quelque part, oui, quelque part. Il y a certains membres de sa famille n'accepteraient pas. D'autres, oui, à qui il en a déjà parlé. Mais d'autres membres de sa famille, non. D'accord. Oui, lui-même, on a souffert un peu peut-être le fait qu'il ne pratique pas. Certains membres de sa famille lui ont reproché. Bon. Voilà. Alors, la question que je me pose, parce que pour tout dire, l'année dernière, j'ai été vivre 9 mois avec quelqu'un dans un autre département. Et bon, quelqu'un de très gentil, mais ça n'a pas marché parce qu'il était un petit peu volage. Donc, je suis revenue dans mon département. Oui. Et là, je voudrais pas refaire la même bêtise. Enfin, je sais pas comment trop je sais plus quoi faire, quoi. Je sais plus si je dois. Parce que vous, c'est dans vos projets. Vous aimeriez avoir une vie à deux, une vie de couple à deux. Oui. Vous lui avez dit à cet homme ? Oui. Et lui, il ne pourrait pas venir s'installer dans votre région à ce moment-là ? Ben non, de toute façon, je comprends parce qu'où il habite, c'est tellement joli par rapport à ma région. Il habite dans le sud. Moi, je suis dans le sud-ouest. Ouais. C'est beau aussi le sud-ouest. Comment ? C'est beau aussi le sud-ouest. Oui, c'est joli, mais bon, moi je suis à 100 km de la mer, enfin bon. Oui. Et puis d'un autre côté... Vous aimeriez bien, vous verriez bien vivre dans le sud, là où il est. Oui. Vous lui avez dit ? Oui, je lui ai dit, il le sait. Bon. Mais il me dit, bon, ça... Parce qu'il me dit, bon, je vois pas beaucoup mes enfants, c'est sûr. Je vois pas beaucoup ma famille. Mais il dit, t'as quand même ta famille auprès, quoi. S'il y a quelque chose, t'as quand même ta famille. Parce que, enfin bon, c'est... Je sais pas quoi faire, quoi. Je voudrais pas me en tout cas, il est, pour le moment... Est-ce que vous avez l'impression qu'il est un peu réticent ? Est-ce que vous veniez vous installer avec lui ? Je pense pas qu'il soit réticent par rapport à lui, mais plus pour me protéger... Enfin, je pense plus pour me protéger, moi. Mais vous protégez de quoi, au juste ? Eh bien, je sais pas. Parce que, bon, c'est quoi ? Quelques personnes de sa famille qui n'accepteraient pas, mais enfin, il a quel âge, cet homme ? Il a 57 ans. Oui. Bon. Enfin, c'est des personnes qui comptent alors pour lui, qu'il voit souvent et il se verrait pas. Oui, il voit sa maman tous les jours. Il est très famille, que moi, non, de mon côté, moi, ça c'est pas... Ouais. C'est pas ça, quoi. Oui, donc peut-être que ça marche parce que vous voyez le temps de vacances, enfin de séjours comme ça, mais peut-être que si vous étiez tout le temps ensemble, à vivre sous le même toit, peut-être que vous vous entendriez un peu moins bien. Si lui, par exemple, est très famille, qui voit sa mère tous les jours, qu'il a besoin de la voir tous les jours, et sa famille tous les jours, et que vous êtes moins comme ça, vous voyez, peut-être que vous trouveriez ça un peu pesant, finalement. Oui, je pense, mais... Voilà, je sais pas comment me... Parce que c'est vrai que vous voyez le fait d'être avec cet homme qui vous plaît, la perspective de changer de région, la région vous plaît aussi beaucoup. Mais si c'est pour être éloigné un peu des gens que vous aimez, vous, de vos habitudes de vie aussi, ça compte, de ce que vous aimez bien faire, pour vous retrouver dans un environnement qui n'est quand même pas le vôtre et avec une famille très présente, voire omniprésente, une belle famille, on va dire, hein, parce que même si vous n'êtes pas marié, vous voyez, ça serait votre belle famille, ça pourrait être un peu oppressant. Je sais pas, hein. Mais... Parce que lui, il me dit, si on fait quelque chose à deux, tous les deux, on le ferait en dehors de sa ville, un autre lieu un peu neutre. Après tout, pourquoi pas ? Si ça peut... si pour lui c'est plus simple, que ça peut l'aider à mettre un peu de distance par rapport à sa famille, et que lui se sentirait mieux comme ça et que ça lui mettrait moins la pression et que du coup ça serait ça permettrait à votre couple plus de liberté dès le départ, ça serait mieux.
Vous en avez parlé avec lui? Oui. Je veux dire, après tout, en restant dans la région, mais dans une autre ville. Et bon, des fois, il me dit, parce que quand il me sent pas trop bien, il me dit, bon, je vais te trouver un logement. Je vais trouver un logement. Et puis après, une autre fois, il me dit, on reste comme ça, on va se voir, continuer à se voir encore quelques temps comme ça. Enfin bon. Vous connaissez depuis combien de temps, Martine? Depuis le mois de mai. Oui, c'est encore récent, hein, quand même. Oui. Attendez un peu, peut-être. Voyez. Bon, là, c'est prévu que vous vous emballez là, peut-être un peu, non? Oui. Hein? Bon, en même temps, voilà, mais ça fait même pas 2 mois. Oui, c'est vrai. C'est un peu rapide quand même pour changer de vie à ce point-là. Oui. Voyez, parce que c'est quand même un changement de vie. Hein, partir dans une autre région, laisser. Donc vous ne travaillez plus? Non, lui non plus. Lui non plus. Bon, mais vous avez quand même certaines habitudes là. Oui, c'est vrai. Et là, vous lâcheriez tout pour cet homme. C'est-à-dire que c'est quand même si la région vous plaît, c'est parce que tout tourne autour de lui. Or, en 2 mois, je trouve que c'est un peu rapide. Alors, j'avais envisagé de prendre un meublé, une location pour 1 mois ou 2 pour voir si je me plaisais. Déjà, ça peut être pas mal d'y aller là. Comme en plus, vous n'êtes pas tenu par des obligations de vacances en pleine saison. Vous pouvez y passer, oui, en prenant un meublé, ce qui ne vous engage pas. Enfin, c'est pas comme si vous alliez acheter ou même prendre une location avec un bail sur, je sais pas, sur 3 ans. Vous voyez, pas vous engager avec un fil à la patte comme ça. Ouais. Mais pour voir le temps, après tout, puisque la région vous plaît, ça, en restant chez vous, en voyant cet homme et en prenant le temps de faire sa connaissance, parce que c'est quand même pas la même chose de se voir, même si c'est 8 jours et qu'on vit 8 jours comme ça tout le temps ensemble, 24 heures sur 24, que quand c'est un quotidien. Vous ne vous connaissez depuis à peine 2 mois, hein. Donc vous savez pas encore vraiment qui c'est. On a nos habitudes de vie, chacun, quoi. La journée, puis on a un vécu, on a une histoire, quoi. L'un comme l'autre. C'est ce que dit Brigitte, il faut faire les choses peut-être un peu en douceur. Vous voyez, pourquoi tant de précipitation? C'est-à-dire que vous vous ennuyez, là, dans votre région? Oui. Bon. Oui, mais prenez le temps quand même de connaître un peu, de vous connaître davantage, avant de vous engager vraiment sur le long terme. Enfin, si je pars, ce ne sera pas que pour la région, ce sera pour lui aussi. Mais c'est pour ça. Cet homme, voyez, ça fait que 2 mois quand même. Hein. C'est court encore pour pouvoir faire des projets à long terme. Hein. Je le savais, mais quelque part, je préférais qu'on me le... Oui, qu'on vous le dise. Que quelqu'un d'autre me le dise, quoi. Pour être plus certaine. Mais c'est que 2 mois, on est encore dans les premiers moments de la rencontre, dans l'euphorie de la rencontre. On voit pas vraiment la personne telle qu'elle est, mais plutôt telle qu'on voudrait qu'elle soit. Et d'autant plus, vous passez c'est des moments de vacances, quoi. C'est des vacances. Pendant les vacances, en général, ça se passe bien. C'est plus dans un quotidien qu'on découvre réellement comment est la personne. Alors peut-être que effectivement, et je vous le souhaite vraiment, Martine, que cet homme, vous allez vous apercevoir que vous correspondez, que c'est vraiment quelqu'un avec qui vous allez faire un long bout de chemin. Mais juste prenez le temps quand même. D'accord. Pour ne pas, vous voyez, parfois à vouloir trop précipiter les choses, on les gâche aussi parce que lui, ça peut un peu lui faire peur. Vous voyez, il vous dit d'ailleurs, quand il ne vous sent pas bien, tu vas venir, et puis au fond de lui-même, lui, il préfère c'est aller un peu plus doucement. Et il est plus raisonnable finalement. Oui. Hein, ça veut pas dire qu'il n'est pas, lui aussi, qu'il n'a pas un gros coup de cœur pour vous. Mais il donne du temps au temps. Voilà. Oui, c'est ça, oui. Le temps de vous connaître. Bien, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie de votre appel. Au revoir, Martine. Au revoir. Bonsoir, Maryse. Bonsoir. Bonsoir. Donc, je vous appelle ce soir particulièrement parce que j'ai, à la suite d'une discussion avec ma
grande fille de bientôt 17 ans. Oui. On a fait un peu le tour tout à l'heure et puis c'était un moment un peu difficile, un peu plein, où elle a craqué un peu parce que on s'est rendu compte, que la situation une situation qui commence à durer sur son face. Elle n'arrive pas à aller vers les autres, voilà, pour aller de moins en moins. C'est de moins en moins facile pour elle. Elle a l'impression d'aller d'échec en échec quand elle veut essayer de rentrer, d'établir vraiment des relations approfondies, aussi bien en amitié, voilà. Et voilà, elle se heurte à cette grosse difficulté. Alors je me suis dit que peut-être ça serait d'abord d'avoir un avis extérieur parce qu'on n'en a pas beaucoup. Et puis on est un peu une famille un peu isolée. Et puis surtout peut-être d'avoir des témoignages. Ça serait sympa d'avoir d'autres témoignages d'ados, par exemple, pour savoir comment les autres font. Bon, alors. Quand vous dites ça se renforce, c'est-à-dire que ça a toujours été la difficulté de votre fille de se faire des amis ? Oui, de surmonter un peu. C'est vrai qu'elle est timide. Mais là, en ce moment, on se disait quelque chose d'un peu difficile tout à l'heure. Moi, ce que je constate, c'est qu'elle a la principale difficulté, c'est qu'elle se rend vraiment transparente. C'est ce que je lui disais, moi, par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'elle a une façon de faire qui fait qu'elle donne pas son avis, qu'elle s'exprime jamais vraiment totalement, voilà. Même avec vous, même en famille ? Un petit peu quand même, oui. Oui, elle se laisse, oui. Elle a tendance à... Oui, elle ne donne pas son opinion, que ça soit même sur des sujets légers, comme, qui n'engagent pas trop, comme un film, comme quelque chose qu'elle aurait vu. Donc elle attend d'avoir l'avis des autres avant peut-être de se positionner. Elle a du mal à ce que ça vienne d'elle-même. Voilà. D'accord. Oui, elle veut pas déplaire, quoi. Elle veut pas déranger. Elle attend l'avis du plus grand nombre. Oui, elle manque de confiance en elle. Elle veut plaire, donc elle se range à l'avis du plus grand nombre. Un petit peu, voilà, c'est ça. Et alors effectivement, donc ça n'aide pas, voyez, par rapport à se faire des amis, parce que du coup, on peut dire, et surtout au moment de l'adolescence, même s'ils ont tous un peu les mêmes codes, mais elle n'a pas les codes, que ça peut être perçu comme un manque de personnalité finalement. Alors que c'est pas de ça dont il s'agit, mais c'est qu'elle manque d'assurance. Voilà, exactement. Et du coup, c'est vrai qu'elle n'arrive pas à approfondir les relations parce que on a l'impression qu'elle est lisse comme ça, qu'elle livre rien, et cette façon de rester en retrait comme ça fait qu'elle n'arrive pas Alors on avait consulté, cette année on avait mis en place à la maison des adolescents, elle avait rencontré une psychologue. Mais vous voyez, j'ai l'impression qu'elle a joué le même jeu avec la psychologue parce qu'en fin d'année, la psychologue lui dit écoutez, ça va bien, on s'en tient là. Alors que moi, j'ai l'impression que ça n'a pas du tout été creusé et que c'est resté relativement superficiel. Elle me disait qu'elle avait l'impression que sa psychologue s'ennuyait. Enfin, je pense qu'elle a dû lui faire un peu pareil, que voilà, rester un peu en surface comme ça. Oui, alors c'est d'autant plus étonnant que la psychologue dise ça va bien et on en reste là. Si justement ça n'avance pas, peut-être qu'elle pourrait dire c'est compliqué parce que elle a du mal à investir l'espace de la thérapie, et à ce moment-là on essaye autre chose, et notamment dans la maison des adolescents, ils proposent beaucoup des ateliers, justement parce que les adolescents, même ceux qui sont assez sociables, c'est pas la période où ils s'expriment le plus. Enfin, les parents d'ados le disent. Ils avaient jusque-là des enfants qui s'exprimaient bien, et puis les ados sont plutôt en panne de mots. Avec les adultes en tout cas, hein, ils ont leur langage paraît très limité, alors que dans les faits, ils ont évidemment un langage qui n'est pas limité, mais ils sont pas forcément très à l'aise pour mettre des mots sur leurs émotions, sur leurs sentiments, sur ce qu'ils ressentent, quoi. Alors que quand on les voit entre eux et sur les réseaux sociaux, ils s'expriment, mais pas tellement avec les adultes. C'est pour ça que dans les maisons des adolescents, on met des médiateurs, on met des ateliers, des choses où ils peuvent s'exprimer autrement qu'avec des mots. Donc je suis étonnée qu'elle n'ait pas proposé quelque chose comme ça. C'est ce que j'aurais souhaité, alors que là, j'ai l'impression qu'elle a mis fin... ça peut se reprendre à la rentrée, parce que vous pouvez dire si votre fille est demandeuse. Je crois que du coup, elle a moins envie, parce qu'elle a eu l'impression, elle a une impression relativement négative, parce qu'elle me disait,
elle a l'impression d'embêter sa psychologue. Enfin, je lui disais que c'était pas du tout. Oui, mais en même temps, vous avez raison de vous en préoccuper parce que si elle a du mal à se faire des amis, c'est quand même un enfant, et encore plus un adolescent, mais même un enfant qui a du mal à se faire des amis, c'est un enfant qui est en difficulté. C'est important, les amis. C'est important pour l'équilibre. Donc, il y a une chose qui a retenu mon attention, c'est que vous dites on est une famille isolée. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? On n'est pas, on est un peu dans notre petit cocon familial, enfin voilà, sans avoir, c'est vrai que pas trop nous-mêmes pas trop d'amis et surtout de famille. On n'a pas de famille du tout, quasiment. Ils n'ont pas de grands-parents, ils n'ont pas d'oncles et tantes. Ah oui. D'accord. Voilà, donc c'est la famille, c'est vous, votre mari, elle a des frères et sœurs ? Oui, un frère et une sœur. D'accord, qui sont plus âgés, plus jeunes ? Les deux, un frère adolescent aussi et un petit frère. Et, des frères, donc elle est la seule fille. Oui, et la fille est née. Et vos garçons, ils n'ont pas ce problème-là ? Pas du tout, loin de là, au contraire. Bien de là, c'est au contraire, justement, c'est ça qui est d'autant plus... qui est pas facile, c'est que mon fils est né qu'adolescent, lui c'est le contraire, l'extrême, il est très très porté vers les autres, les copines, c'est d'autant plus difficile, voilà, notamment au moment des vacances où là elle voit les autres un peu réaliser des projets et puis elle n'a pas saisi les perches qui lui ont été tendues non plus, elle le reconnaît elle-même, mais voilà. Alors c'est vrai que ça joue la façon aussi dans quelle famille on grandit, c'est-à-dire parce que là, quand on a du mal à se faire des amis comme ça, il y a plusieurs causes, mais c'est vrai qu'il peut y avoir un peu un mauvais apprentissage de la vie sociale. Et c'est vrai que si on vit dans une famille un peu qui est fermée sur elle-même, soit parce que, comme vous le dites, vous n'avez pas de famille et peu d'amis, du coup, les enfants n'ont pas été habitués à ce que ça circule à l'intérieur, enfin, qu'il y ait des amis qui viennent, à cet apprentissage des relations aussi. Avec les autres, avec des cousins, avec des cousines, avec des amis qui passent, qui ont eu même des enfants. Et c'est vrai qu'un enfant a besoin dès le berceau de rencontrer d'autres enfants et a besoin aussi que ses parents rencontrent d'autres adultes, c'est-à-dire et une vie sociale. Donc, parce que ça s'apprend. Il y a des choses qui s'apprennent. Après, vous voyez bien qu'il y a aussi d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte puisque vos enfants ont grandi dans la même famille et n'ont pas les mêmes réactions. Alors, c'est la seule fille, si vous voulez, la place qu'occupe l'enfant dans sa famille joue aussi. Oui, c'est vrai que je sens bien qu'elle est très chargée de toute l'histoire. Voilà. C'est vrai que c'est... Pourquoi elle, spécialement ? Parce que c'est la fille aînée et donc... Vous pensez qu'elle, du coup, elle a été plus traitée en adulte que les autres ? Non, mais peut-être que mon apprentissage... Ça a été, je l'ai peut-être apporté un peu plus d'attente, comme on le fait toujours pour l'aîné. Enfin, je sais pas, je me rends bien compte. Oui, si, c'est vrai. C'est c'est pas facile. L'aîné forme ses parents. Voilà, exactement. Et ça, j'en ai bien conscience. Je pense qu'elle porte beaucoup plus, que c'est beaucoup moins léger pour elle que ça ne l'a été pour ses frères. Ça, c'est sûr. C'est certain. Donc ça, on en parle et je m'en rends bien compte, mais c'est vrai que je sais pas. Enfin, ça vous ramène à des choses de votre propre histoire, vous pensez bien sûr, aussi, bien sûr. Oui, c'est sûr. Maryse, votre propre histoire d'enfant, d'adolescente. Oui. C'est certain, j'étais pas non plus une adolescente épanouie, donc ça me fait d'autant plus peur, peut-être que du ça coup vous ça inquiète. Ça doit faire boule de neige parce que ça m'angoisse et donc je dois lui rejeter, voilà, ça doit tout ça faire un beau nœud qui fait que là on en est, ça devient un peu inextricable. Oui. Elle le sait, ça? Vous lui avez dit que vous-même c'était un peu compliqué pour vous l'adolescence, que ça a été une période difficile? Oui. Elle le sait sans pour autant qu'on en parle dans le détail, mais elle sait bien que c'était pas une période facile pour moi et que j'ai du mal peut-être particulièrement à l'aider. Oui, en tout cas ça vous angoisse finalement. Oui, parce que je vois que je sais qu'à quel point ça fait mal de se sentir comme ça différente. Donc
Oui, et en même temps, elle vit pas forcément la même adolescence que vous. C'est toute la difficulté. C'est-à-dire, comme vous dites, ça fait une boule de nœud. Et c'est difficile après de voir. C'est vrai que les enfants et les adolescents ont le chic pour faire revivre à leurs parents des choses de leur histoire à eux. Oui, ça c'est sûr, oui. De ce qu'ils ont vécu, il exprime, même parfois on le voit chez des tout petits enfants, des choses qui ont été compliquées pour les parents à cette période-là de leur vie. On le voit chez des tout petits, l'enfant l'exprime par des symptômes, les adolescents l'expriment autrement, ça vous renvoie à votre histoire. Du coup, parfois c'est compliqué de faire la part des choses entre ce qui a trait à votre histoire à vous, de jeune fille, adolescente, et puis l'histoire de votre fille, qui peut être différente malgré tout, même si apparemment il y a des choses qui vous paraissent semblables. Ouais. Vous voyez ? Donc du coup, ça... Peut-être pas faire l'amalgame, je sais, mais... Oui, c'est compliqué parce que ça vous renvoie à une histoire qui reste encore douloureuse. Je voudrais bien m'en dégager, en fait, pour justement pas lui refléter, enfin pas lui faire porter quoi que ce soit. Je voudrais bien que c'est pour ça que j'avais essayé de l'orienter vers d'autres, et puis là, on se retrouve... Et vous avez songé à en parler ? Je l'avais fait à une époque, mais maintenant j'en éprouve moins le besoin. Je voudrais plutôt me préoccuper de mes enfants. Oui, mais justement, vous savez que vous pouvez aussi les aider en parlant de ce qui reste un point épineux dans votre histoire ? Parce que je vous dis, les enfants peuvent nous faire revivre des choses qui ont été mal vécues, mal digérées, et qui restent là. Oui, c'est sûr que ça serait à faire. Et c'est aussi, vous savez, tout ce que les parents n'ont pas réglé dans leur histoire, ils le font porter à leurs enfants. Alors, on peut pas tout régler, on a tous non, oui, mais quand même. Ce qu'on peut faire pour soi, déjà, c'est autant de problèmes qu'on refile pas à ses enfants. Ah oui, mais la pauvre, si elle doit attendre que moi j'aille mieux pour... Non, ça veut pas dire qu'elle, de son côté, elle peut pas reprendre... Attendez, j'ai pas dit qu'il faut pas l'aider, elle, hein, et qu'il faut pas faire quelque chose parce que il est important qu'elle trouve le chemin des autres à cet âge-là. Alors, est-ce qu'elle a au moins une ou deux copines ? Oui, elle a des... Oui, mais sans... C'est qu'à chaque fois, je dis, mais quand est-ce que tu comptes la revoir, etc. Il n'y a jamais de projet. Ça reste toujours très, très superficiel. Oui, mais parce que, vous voyez, là, par exemple, vous ne lui mettez pas la pression. Ne lui demandez pas tout ça. Après tout ça, c'est aussi son histoire. Si c'est superficiel, c'est parce que pour le moment, elle ne peut pas nouer d'autres relations. Oui, mais elle voit personne. Mais vous non plus, vous ne voyez pas d'amis en dehors. Elle pourrait vous dire, et toi, après tout, tu vois pas d'amis non plus. Alors, vous avez raison de dire que c'est important qu'elle ait des amis, parce que c'est important pour l'équilibre. Mais pour le moment, elle fait ce qu'elle peut. Alors, est-ce que en dehors du lycée, elle fait, j'ai des auditeurs qui me demandent, je sais pas, une activité sportive, culturelle, enfin quelque chose. Plus cette année parce que elle en faisait avant, mais plus, non, cette année elle a abandonné. Elle avait pas moins le temps, elle voulait se consacrer. Qu'est-ce qu'elle faisait auparavant ? Elle a fait du théâtre, on avait essayé. Ah, c'est bien, oui, c'est formidable mais, ça. Mais voilà, pareil, ça n'a pas vraiment. Enfin bon. Ouais. Pourquoi ça n'a pas fonctionné ? Si, enfin, elle aimait bien. Parfois, ça lui permettait un peu de se dépasser quand même. Elle a fait de gros efforts quand même. Si, je pense que ça l'a aidée. Ouais. Mais du moins, voilà, elle a quand même abandonné. Parce que, sous prétexte que cette année, il lui fallait plus de temps pour réviser. Il n'y avait pas le temps dans l'emploi du temps. Et elle a abandonné. Oui, ça, c'est une très mauvaise raison. Pas le temps dans l'emploi du temps. Enfin, on peut toujours trouver du temps pour quelque chose que l'on aime. Ouais, c'est ça. C'est vrai que j'ai un peu laissé faire. J'aurais peut-être dû insister plus au début de l'année. C'est compliqué en même temps. Si elle dit qu'elle veut pas le faire, vous pouvez pas non plus la forcer à faire quelque chose. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'abandonner quelque chose que jusque-là elle investissait ? Est-ce qu'elle vous paraît un peu déprimée ? Qu'est-ce que disait la psychologue par rapport à ça ? Non, parce que voilà, parce qu'en fait, elle a des... Non, au quotidien, elle peut...
au quotidien, elle est pas spécialement, non, déprimée vraiment. Non, elle peut être, elle rit, mais du moins, c'est quand elle fait, à chaque fois qu'on la met face à sa situation, que là, elle a quand on lui dit, mais enfin, tu te rends compte, il faudrait plus d'autonomie. Quand vous lui dites plus d'autonomie, est-ce que ce qui serait important, c'est peut-être qu'est-ce qui fait qu'elle a du mal à investir en dehors de la maison, comme s'il fallait qu'elle soit à la maison, quoi. Après tout le temps, il y a le lycée, il y a la maison. Donc là, oui, ça serait important peut-être de lui parler, vous, et par rapport à l'histoire que vous avez eue, c'est vous savez, les ados croient toujours qu'ils sont les seuls à vivre ce qu'ils vivent et du coup ils se sentent nuls, ils se sentent incapables, ça les rend encore plus malheureux. Donc là où vous pouvez aider votre fille, c'est en lui disant que vous pouvez comprendre ce qu'elle a vécu, parce que vous-même ça a été difficile cette période pour vous, et que vous savez à quel point c'est difficile de ne pas avoir d'amis. Et que c'est quelque chose qui pèse, de pas arriver, et que c'est important et que ça vous a manqué. Et que c'est pour ça que parfois vous êtes auprès d'elle à demander si elle a des amis, insister, dire que c'est important et que vous aimeriez bien qu'elle puisse, si vous voulez, arriver à être comme ça, plus à l'aise, à se faire confiance et en tout cas à travailler pour ça. Ouais. Mais en partant de vous et en parlant vrai, véritablement. C'est-à-dire qu'à un moment, je crois que autant les enfants ont besoin de, de parents qui soient adultes, qui leur posent des limites et autres, les ados aussi, mais les ados ont vraiment d'adultes qui leur parlent vrai, qui leur racontent pas d'histoire, quoi. C'est-à-dire, si elle est en difficulté dans cette période-là de sa vie, que ça vous renvoie, vous, à quelque chose de votre histoire à vous, vous pouvez lui en parler. Et pourquoi ça a été difficile ? Et comment vous l'avez surmonté, après tout ? Pas si bien que ça. Et puis, c'était quand même... moi, c'était lourd, quoi. Je veux dire, j'avais une enfance... j'ai pas envie de la charger plus que ça. Oui, mais de toute façon, quand on veut pas trop charger, qu'on a quelque chose de lourd, on charge. Maryse, on charge la barque. Donc autant parfois en parler, en disant justement que vous, peut-être, vous auriez bien aimé à cet âge-là pouvoir être accompagné, avoir trouvé un adulte à qui confier ce qui était lourd, ce qui vous pesait sur le cœur, pour pouvoir parler et avancer et être un peu plus léger, quoi. Poser ce qui vous pesait tant. Vraiment peur de la blesser encore plus. Ouais, mais moi je pense que c'est vous justement. Il faut peut-être aussi qu'elle sente qu'elle peut déposer quelque chose, cette jeune fille, hein. Et s'autoriser aussi à faire quelque chose en dehors de la maison, quoi. Parce que pourquoi il y a rien en dehors de la maison ? Il faut aussi, pour qu'un adolescent trouve le chemin du dehors, c'est qu'il faut aussi qu'il se sente autorisé à grandir. Or. Vous dites qu'elle a été investie beaucoup en tant qu'adulte, enfin presque en tant qu'adulte, en tant que fille aînée. Oui, bon. Et peut-être qu'elle continue dans ce sens-là, à être investie de choses et qu'elle ne vous lâche pas. Oui, c'est vrai que peut-être qu'elle veut rester, que le fait d'être mon bébé, elle sent que ça me... Votre bébé, votre maman, enfin quelque chose comme si elle réparait, quoi. Elle vous réparait, comme s'il fallait qu'elle reste près de vous. Je ne sais pas, hein, c'est une hypothèse. C'est possible. Mais comme si, vous voyez, il fallait qu'elle... Elle sait à quel point elle est importante pour moi. Oui. Comme s'il fallait, justement, vous avez peu de personnes, j'ai l'impression encore, à qui vous pouvez parler, vous confier. Et... Elle est là. Vous voulez pas trop la charger, mais elle sent bien qu'il y a quelque chose encore qui est compliqué pour vous et que vous avez besoin d'elle. Moi, je pense qu'elle le sent et qu'elle a du mal à vous lâcher. Parce que vous avez du mal aussi à la lâcher. Donc, je pense qu'il y a quelque chose d'un peu paradoxal. À la fois, bien sûr, vous lui dites qu'il faut qu'elle aille trouver le chemin du dehors et des amis. Et puis, en même temps, il y a quelque chose d'une relation où vous êtes extrêmement proche. Vide qu'elle laisserait derrière. Si oui, je pense. Ah ouais.
ce vide que vous avez éprouvé et que vous éprouvez depuis l'enfance et depuis l'adolescence. Oui, parce qu'elle sait qu'elle est venue combler, elle sait malgré tout qu'elle est venue combler quand même une grande... que j'avais besoin absolument d'une famille, de ma propre famille. Oui. Elle le sait, oui, c'est vrai. Oui, d'autant plus, oui. Et que c'est une fille, votre fille aînée, donc vous êtes d'autant plus identifié à elle. Et plus que vos fils, évidemment. Mes rapports avec ma propre mère étaient très compliqués, donc peut-être qu'elle sent bien qu'elle vient réparer quelque chose, ça c'est sûr. Ah oui, et c'est ça qui l'empêcherait peut-être. Je pense qu'il y a quelque chose qui peut, oui. Vous voyez, c'est un peu ce que j'attendais de la part j'espérais de ces entretiens avec sa psychologue, que ça irait dans ce sens-là et que ça lui montrerait ce chemin-là. Et puis vous voyez, c'est resté superficiel. Et là, ce que j'entends ce soir, c'est vrai que c'est une piste que j'ai pas. Oui, mais moi, je parle avec vous, Maryse. Vous voyez, je parle avec vous et. Donc, et c'est pour ça qu'à un moment, je me suis permis de vous suggérer, peut-être vous, de trouver un lieu pour parler, parce que c'est aussi une façon, par moment, d'aider ses enfants en allant mieux aussi, soit en tout cas, je dis pas que vous allez mal là aujourd'hui, mais en réparant quelque chose de son histoire passée ou d'un lien encore problématique à ses parents. Vous voyez, on leur permet de un peu lâcher, de eux, vraiment mettre leur énergie à se construire, à construire leur vie. Ah oui, la pauvre. Il faudrait, ouais. Alors, ça ne veut pas dire, peut-être que dans les relations avec sa psy, peut-être que c'était moins superficiel que vous le pensez. Elle vous en parlait pas de ce qui se passait avec sa psy. Mais non, elle essayait. Elle essayait souvent, mais moi, je lui disais que non, que c'était son espace et que je tenais pas spécialement. Vous avez raison. Oui, vous voyez, c'est bien. Oui. Vous lui laissez cet espace-là, donc c'est important. Vous êtes consciente qu'elle a besoin de cet espace en même temps. Et vous voyez, par contre, elle avait le réflexe de revenir presque en voulant me raconter sa séance. Et c'était à moi de mettre les limites. Et c'est bien que vous les mettiez. C'est vraiment un problème de limite, c'est qu'à chaque fois, c'est à moi de dire... arrête arrête de manger, arrête de ceci. Enfin, c'est toujours moi qui pose les limites et j'aimerais bien maintenant pouvoir transmettre qu'elle s'autonomise pour pas que ce soit, qu'elle sente qu'elle a le droit de se poser ses propres limites, même des fois malgré moi à la rigueur. Oui. Mais oui. Il y a pas assez j'ai pas assez de rébellion presque. Enfin, je veux dire, je sens pas ses limites à elle. Et non, elle peut pas se rebeller pour le moment. Elle est trop proche. Elle est trop... ouais. Et c'est vrai que vous avez raison, ça serait bon signe qu'elle puisse à un moment se rebeller. Oui, et être un peu, vous envoyer, voyez, ne pas vouloir tout vous dire, ne pas... qu'elle puisse s'autoriser même un peu d'agressivité à certains moments. On va dire qu'elle serait moins dans cette fusion, protection... ouais. Et c'est en ça que la thérapie peut l'aider à défusionner, c'est mettre un tiers entre vous deux. Oui, voilà. C'est ce que j'ai Donc fait. vous avez raison de l'encourager à aller parler, et comme vous le faisiez quand elle vous voulait parler des séances, en disant non, ça c'est ton espace. Donc là vous aviez une attitude très juste, hein. Donc continuez comme ça. Il faudrait reprendre à la rentrée. Oui, en insistant, en disant c'est vraiment important pour toi que tu puisses t'affirmer, que tu prennes conscience, que tu prennes confiance en toi. Tu as beaucoup de qualités, voilà. Donc il faut vraiment et dire qu'il n'y a pas de temps perdu. Enfin, elle a que 17 ans et c'est normal de douter à cet âge-là que c'est une période difficile. J'ai l'impression d'être la seule ado, c'est pour ça que non. Voilà, il faut aussi dédramatiser les choses, mais en disant que justement c'est important qu'elle puisse s'affirmer. Qu'en s'affirmant, elle va au contraire se faire des amis et qu'elle se sentira beaucoup mieux. Donc il faut l'encourager. Voilà. D'accord ? Ouais. Voilà. C'est vrai qu'on va essayer peut-être de reprendre ça alors. Ah oui, ça vaut le coup de ne pas laisser tomber. Merci en tout cas. Je vous remercie beaucoup. Mais c'est moi, Maryse. Je vous remercie pour elle. Merci beaucoup. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes. Bonsoir Neige. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Je vais faire vite. Oui. Je vois qu'il reste 8 minutes. Oui. Je vis avec mon mari,
qui a subi un accident de la route, accident du travail il y a 21 ans. Oui. Et depuis 3 ans, il est atteint de démence, on va dire, c'était de la démence frontale agressive. Ah oui. Donc je suis perpétuellement insultée. Oui. Et je suis dans une situation où je voulais vraiment avoir votre avis, puisque tout le monde me dit divorce, divorce, divorce. Ça a commencé par mes filles, mes amis. Elles me disent divorce, mais comment faire lorsque on a une retraite basique de 780 €, on va dire, et que l'on soit obligé de partir. Alors mon mari me dit tu peux partir, mais je reste dans la maison. C'est un bien propre que j'ai. Et moi je resterai parce que, dit-il, je suis handicapée et j'ai des droits. Bon. Et je voulais savoir, parce que je suis actuellement vraiment dans un état, je suis désespérée. Et d'autant que nous abordons juillet-août, qui sont des mois pour les personnes en difficulté, ce sont des mois difficiles quand tout le monde part en vacances et soi-même on ne part pas. D'autant que, bon, j'ai eu un cancer un peu grave, on va dire. Et mes amies me quittent petit à petit. Elles pensent quelque part que j'ai la lèpre ou je ne sais pas. Je me sens vraiment isolée et esselée. Et je vous avais appelé parce que je vous suis depuis longtemps. Ça fait longtemps que je vous appeler. Oui. Bon, ce soir, je suis seule. Mon mari a été hospitalisé pour quelque chose de pas très grave. Il rentre demain matin. Et je me suis dit, c'est ce soir ou jamais. Oui, je comprends. Mais justement, vous parlez d'hospitalisation, parce que s'il souffre de démence suite à un problème, vous dites frontal, là, il a quelque chose, ça touche la zone de l'agressivité. Il peut pas être placé dans une structure spécialisée. Enfin, il peut pas. Vous n'avez pas vu avec le neurologue qui le suit, il n'y a pas quelque chose qui peut être envisagé, parce que ça va pas aller en s'améliorant, ça. Non, il estime qu'il n'est pas assez touché. Moi, j'ai dû déposer plainte. Le médecin estime... Oui. Vous lui avez dit quand même le quotidien, comment c'est pour vous Mais je crois qu'on plaint beaucoup les personnes handicapées, mais on ignore les aidants. Parce qu'il a eu ce problème de handicap dans le travail, mais là il y a quelque chose qui... Oui, c'est une des conséquences de son accident de voiture ? Oui, il est hémiplégique droit, phagique. Non, mais ça, d'accord, mais enfin, avec ce problème maintenant de démence, là, c'est pour vous, parce que c'est vous qui vous retrouvez dans un quotidien avec lui à gérer ça. Tout à fait. Et j'ai 73 ans. Et toutes les portes me sont fermées, même sur le plan du job. Attendez, parlez bien dans le combiné, je vous perds, Neige. Oui. Ah oui, je suis sur mon portable. Je sais pas, je vous entends moins bien. Mais le neurologue vous dit que vraiment, il n'y a pas de possibilité. Comment va évoluer la maladie ? Est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il en dit de ça ? Je ne sais pas. Alors, parce que ça vaudrait le coup vraiment de demander un rendez-vous et de faire le point avec lui. Parce que est-ce que, si vous voulez, ça va rester en l'état ? Est-ce que ça va s'aggraver ? Et de dire quel est votre quotidien ? C'est-à-dire comment ça se manifeste ? Parce qu'effectivement, ils savent très bien quelle est la zone qui est touchée, que ça engendre comme comportement. Effectivement, sur le plan frontal, c'est toutes les dimensions de comportement, l'agressivité et autres. Donc, on sait ce que ça induit comme comportement et quelles peuvent être les conséquences. Donc, peut-être qu'à un moment, vous voyez, un neurologue pourra vous dresser un bilan et voir l'évolution. Parce que on vous dit là, je suis d'accord avec vous, c'est pas si simple de divorcer, vous séparer déjà, parce que sur un plan matériel, c'est très compliqué. Et puis vous avez Marie qui vous dit qu'il ne part pas. Enfin, vous n'allez pas vous mettre dans une situation. De la maison. C'est un bien propre. Et vous n'allez pas vous mettre dans une situation difficile. Voilà. Bon, et puis de toute façon, est-ce que c'est d'une agressivité verbale, oui, ce sont des insultes permanentes. Oui, mais enfin, c'est vrai que c'est intenable. Oui. Mais même si c'est lié, même si vous savez que c'est lié malheureusement à ce problème de démence, c'est-à-dire qu'il n'est pas responsable de tout ça, mais enfin le neurologue sait très bien aussi que pour le conjoint c'est invivable, donc il s'est déjà trouvé dans cette configuration-là. À un moment, qu'est-ce qu'on fait, vous voyez ?
Oui, mais alors est-ce qu'il y a des aides qui peuvent venir prendre le relais de temps en temps, que vous puissiez vous un peu souffler? Je sais pas. Non, à partir du moment où la faculté décide qu'il n'est pas assez touché, on fait fi de ce que peut supporter l'épouse. Et je suis allée par 2 fois déposer plainte, et l'année dernière et il y a 2 ans, et l'inspecteur de police qui m'a reçue, charmant, adorable, m'a dit à chaque fois, enfin c'était 2 personnes différentes à chaque fois, ils m'ont dit partez, divorcez, quittez-le. Mais c'est très facile à dire ça. C'est très facile, comme mes amis entre guillemets me disent, elles me disent pars, divorce. Oui. Alors je voulais savoir si vous aviez une astuce. Non, non. Vous comprenez bien que je ne peux pas avoir une astuce là sur quelque chose d'aussi, une situation quand même assez complexe. Hein. Ça peut pas se... Non, soit vous demandez, il faut qu'il y ait une aide et que vous puissiez, dans la mesure où ça se limite à des insultes verbales, il faut que vous teniez, il faut que vous ayez un relais, des personnes qui viennent la journée vous aider, que vous trouviez, que vous vous aménagiez une vie finalement en dehors de vous voyez, pour respirer, des moments de respiration. Oui. Parce que c'est ce qui compte finalement, hein, que vous puissiez un peu vous ressourcer, respirer. Est-ce que Zach demande, est-ce qu'il a des moments de lucidité, de gentillesse, des moments où ça va mieux? Moi-même, pardonnez-moi, j'ai une extinction de voix là. Moi-même, je pratiquais l'escrime, le tir à l'arc et l'aquabike. Et j'ai dû arrêter, à la suite de ce cancer qui m'est tombé dessus, là, comme la foudre. Mais vous êtes malade encore aujourd'hui? Vous êtes en soins? Oui, mais j'y pense pas. Je préfère ne pas y penser. Oui, mais alors je comprends aussi ce que vous dit le médecin et votre famille. Si, dans la mesure où vous êtes malade, c'est vrai qu'il faut que vous ayez besoin de calme et de repos. Et vous voyez, vous avez besoin aussi de vous occuper de vous. Et c'est vrai que vous êtes dans un environnement qui était très peu propice à cela. Et j'ai refusé justement la chimio parce que je ne pouvais pas m'offrir ce luxe avec ce mari. Oui, mais vous pouvez pas refuser la chimio. Si vous pouvez, mais il est important que vous vous soigniez. Et donc c'est là où il faudrait quand même voir avec le neurologue, voir avec les médecins qui s'en occupent, en disant que vous-même vous êtes malade et que vous ne pouvez pas prendre en charge votre mari. Vous voyez, il y a quand même certainement quelque chose à mettre en place. Dans la mesure où vous-même vous êtes malade, j'avais pas compris que vous étiez actuellement en soins. Donc là, il y a quand même une urgence à vous occuper de vous. Bon courage parce que malheureusement on arrive, je dois rendre l'antenne. Bon courage, Neige.